À l'époque de la première vague de l'épidémie, en 2020, j'avais 34 ans. Je travaillais en unité Covid. J'avais déjà de la bouteille un petit peu et j'avais l'habitude de voir des patients décédés. Même si on n'est jamais habitué à la mort, si on est vraiment habitué, c'est qu'on est devenu une machine qu'il faut peut-être s'arrêter. Il est avec nous depuis le début, ce corps. Ce corps de notre mère, duquel on sort, le nôtre, avec lequel on est, qui grandit avec nous, qui vieillit malgré tout, et que l'on finit par quitter, une fois la farce terminée. Il est ce que l'on peut montrer, offrir, aimer, posséder, et finalement, notre seule attache avec la gravité. Comme celle des annonces faites par Marie, avant que ne l'emporte le don de soi, ce don pour le soin, son don du soir. Mais au fait, ça va jusqu'où, l'au-delà ? Alors, moi, je m'appelle Marie, j'ai 41 ans et je suis infirmière. Je suis infirmière depuis 15 ans à peu près. Maintenant, je suis en libéral, mais à l'époque, j'étais en poste dans un hôpital, dans un centre-ville. J'ai choisi ce métier, je crois, parce que déjà, j'ai jamais eu peur de la mort ou de la maladie. Je crois que j'ai été confrontée assez jeune à la maladie. J'ai eu un père qui a eu un AVC, donc j'ai eu l'habitude de traîner les hôpitaux. Et voilà, j'ai toujours aimé m'occuper des gens, les accompagner. En fait, j'adore ce boulot quand on nous donne les conditions pour le faire de manière convenable, quand c'est pas l'usine et qu'on a le temps, quoi, qu'on a du temps à accorder aux patients. On a vraiment été submergés les premiers temps. On avait beaucoup de gens en réanimation et surtout, parfois, on manquait vraiment de matos. C'est à cette période-là qu'on s'est mises, nous, les infirmières, à annoncer les décès aux familles. Ça m'était déjà arrivé, mais souvent, en fait, c'est plus les médecins qui vont annoncer ça. Mais là, c'était tellement la cohue que, en fait, c'est devenu presque systématique. Tous les jours, j'annonçais des décès, et, voilà, dans des conditions compliquées, quoi. Parce qu'on accueillait parfois les patients avec des masques périmés, on n'avait pas de répit. Je crois que la charge de travail, elle était multipliée par 3. Ouais, dans le cas d'un décès à l'hôpital du Covid-19, le premier mois, le corps a été identifié par le personnel médical et la famille n'avait pas l'autorisation de le voir avant qu'il soit inhumé ou incinéré. Donc c'était super dur à accepter et puis super dur à annoncer aussi aux familles parce que c'est quand même une étape essentielle, je pense, pour réussir à faire son deuil, de se confronter en fait à son proche. Et puis donc voilà, j'annonçais des décès tous les jours. Et puis il y a eu une famille, cette famille, c'était une jeune femme qui avait un enfant qui était assez jeune, à peu près du même âge que le mien, et son mari qui avait, je crois, 42 ans. Il était jeune, mais il était asthmatique et il n'avait pas survécu. Elle m'a regardée et elle m'a supplié de pouvoir le voir. Alors d'habitude, j'arrivais à tenir, j'arrivais à dire non, à expliquer que c'était pour des questions sanitaires, que c'était nécessaire. Mais à ce moment-là, vu qu'on n'autorisait pas les familles à voir le corps, mais à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, cette femme particulièrement, elle m'a touchée plus que les autres. C'est peut-être parce que je me reconnaissais en elle. Et puis il faut dire aussi que j'étais effondrée, j'étais fatiguée, j'étais tout le temps sous tension.
Et puis aussi, j'avais suivi son mari, en fait, les jours d'avant et puis il m'avait dit un truc qui m'avait fendu le cœur. Il m'avait dit, «C'est donc ça c'est donc ça ma mort, seule à l'hôpital, sans mes enfants, sans personne autour de moi et avec 3 pauvres personnes à mon enterrement». Donc avant de le mettre en coma, je lui avais promis de tout faire pour qu'il ouvre les yeux de nouveau et voilà, donc je pense que déjà ce patient m'avait particulièrement touchée. Ben, ce que j'ai fait, c'est que sur un coup de tête, j'ai donné mon numéro de portable à sa femme. Je lui ai dit de me rappeler vers 2 heures du matin et que j'allais voir ce que je pouvais faire. J'ai terminé mon service vers 1 heure, entre 1 heure et 1 heure et demie, et je me suis dirigée vers la morgue de l'hôpital. Enfin, on appelle ça la chambre mortuaire, parce que c'est comme la chambre du patient. Voilà, ça fait moins peur que le mot morgue. Donc je suis arrivée là-bas et j'ai demandé à mon collègue Antonio, qui était le responsable de la morgue, s'il pouvait me laisser entrer. Au début, je l'ai un peu baratiné, je lui ai expliqué que je craquais, que j'avais perdu un jeune patient et voilà, que j'avais le besoin de me recueillir une dernière fois. Et puis finalement, on a discuté et il m'a avoué que lui aussi trouvait intenables les mesures au niveau du processus de deuil, et même s'il comprenait que c'était nécessaire. Moi, j'ai fini par lui avouer que j'avais dans l'idée de peut-être faire une visio pour la famille du patient, pour sa femme surtout, pour qu'elle puisse le voir une dernière fois. Et puis en discutant, eh ben, il a finalement accepté de me laisser faire. Donc à 2 heures, sa femme m'a appelée et j'ai enclenché la vidéo. Je lui ai expliqué où est-ce que j'étais. Elle était super émue de mon geste. Enfin, elle était effondrée quand elle a vu son mari, mais elle m'a demandé si je pouvais dire quelques mots, parce qu'elle s'en sentait incapable. Et je sais plus exactement ce que j'ai dit. J'ai rappelé, je crois, qu'il était parti trop tôt, qu'il était jeune, mais qu'il était parti sans trop de souffrance. Enfin, j'ai dit ça pour lui faire du bien. J'ai dit que c'était un homme charmant, plein d'humour, qui était aimé de ses proches. Enfin voilà, j'ai fait un petit discours improvisé. Et puis elle semblait super reconnaissante et très soulagée. Et du coup, ça m'a confortée dans l'idée que ce que je faisais, c'était bien. Enfin, en tout cas, que ça me semblait juste, quoi. J'ai pas culpabilisé. Je me suis dit, ben voilà, j'ai bien fait. Bah ouais, je l'ai pas fait qu'une fois, finalement. Je lui avais fait promettre de rien dire à personne, mais je pense qu'elle m'a pas écoutée parce que quelques jours après, j'ai eu une famille qui est venue vers moi et qui m'a demandé si je m'appelais bien Marie. Alors c'était un jeune homme cette fois c'était un jeune homme qui était avec son père et sa mère qui avait une 60aine d'années, venait de décéder du Covid. Mais elle, c'était pas une patiente que j'avais suivie particulièrement. Alors il est venu me voir et puis donc il m'a dit en chuchotant, Madame, on m'a dit que vous pouviez faire quelque chose pour nous, que vous pouviez faire un rituel ou quelque chose comme ça pour ma mère. Sur le coup, j'ai flippé. Ça m'a fait un peu peur. Je me suis dit que ça allait se savoir, que ma direction risquait d'être mise au courant. Donc ma première réaction, ça a été de bien flipper. Et puis je m'y attendais pas en fait. Et puis là, je l'avais pas choisi. Donc j'ai eu un mouvement de recul. J'ai dit non, non, je vois pas de quoi vous parlez, mais au début. Mais je crois que en fait, je m'étais sentie tellement utile la première fois quand je l'avais fait que, comme il a insisté, bah, j'ai accepté. Il m'a demandé s'il pouvait me donner des textes à lire pour accompagner la cérémonie. Et c'est comme ça, voilà, que je suis devenue
infirmière fossoyeuse ou pasteur ou prêtre ou je ne sais pas trop, mais quelque chose comme ça. Et le souci, c'est que ouais, ça a rapidement pris de l'ampleur. Voilà, en quelques jours, quelques semaines, je me suis retrouvée en fait complètement dépassée. J'ai plein de familles en fait qui sont venues me voir, qui me demandaient de faire quelque chose, qui insistaient. Et j'ai fini par donner une adresse mail pour que les gens puissent m'envoyer en fait leurs textes s'ils le souhaitaient. Et donc mes journées, c'est devenu de la folie. En fait, chaque jour, je bossais dans des conditions de merde. Et chaque jour, je gérais pendant 1 ou 2 heures le secrétariat bizarre. Je classais en fait selon les familles, les documents qu'ils m'envoyaient. Et je filais à la morgue pour faire mes cérémonies. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Pourquoi j'ai accepté. Je crois qu'en fait, j'étais prise dans une sorte de tourbillon de folie. Je crois déjà que j'ai toujours eu du mal à dire non et que je me suis déjà retrouvée plusieurs fois dans des situations un peu loufoques ou bizarres, mais là, ouais, c'était le summum. Ouais, c'était intenable, quoi. On se tuait à la tâche avec, voilà, enfin voilà, c'était la folie la journée. À chaque fin de service, avec la complicité d'Antoine, je faisais, je sais pas, 2 ou 3 cérémonies. Ça durait environ 20 minutes, 30 minutes, quelque chose comme ça. Et puis je dormais à peine. Voilà, je rentrais chez moi pas d'heure, j'étais bizarre, quoi. Quand je repense à cette période, j'ai l'impression en fait que j'étais pas moi-même. Je lisais, des poèmes, des petits textes personnels que les gens avaient écrits, des textes religieux. Parfois, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de chanter une chanson. J'ai chanté Les copains d'abord dans une morgue. Voilà, donc parfois, tout simplement, quand les gens m'avaient rien envoyé parce qu'ils n'y arrivaient pas ou j'improvisais. Ce qui me venait, ce qui me passait par la tête. J'étais coupée du monde dans la morgue et puis voilà, c'était ma petite séance d'improvisation. Ça a dû durer 2 mois environ. Ça a dû durer 2 mois environ parce que au bout de 2 mois, pendant cette première vague, je crois qu'ils ont de nouveau, c'est ça, ils ont de nouveau autorisé le fait d'entrouvrir en fait la housse pour laisser apparaître le visage des défunts, pour qu'ils puissent les voir uniquement si les personnes se tenaient à distance. Et donc, comme ils arrivaient à voir les gens, même si ça restait dans des conditions difficiles pour faire réellement son deuil, je crois que c'est à peu près là que je me suis arrêtée et que voilà, j'ai plus eu de sollicitations de ce type et voilà. Non, ma direction l'a pas su. Non, j'en ai vraiment parlé à personne, en fait. J'ai essayé de vraiment cacher le truc parce que je flippais, donc à part Antoine, puis forcément les familles concernées, non, personne n'était au courant, non. J'ai dû faire, une cinquantaine de cérémonies, sous le coude. Je faisais très attention, hein, je respectais bien les règles d'hygiène, j'avais pas envie de prendre des risques non plus pour moi, mais ouais, j'en ai fait une cinquantaine. Jusqu'à ce que, je craque, en fait, parce que quand, au bout des 2 mois, à la fin à peu près, de cette première vague, en fait, j'ai posé ma démission. J'ai quitté l'hôpital et puis je crois que j'étais au bout de mes forces. C'est là que je me suis mise en libéral. J'ai continué, à accompagner des patients,
à domicile pendant la deuxième vague, mais pas à un rythme de fou, quoi. Depuis, j'en ai parlé, oui. J'en ai parlé un petit peu. Ouais, mes proches sont au courant de ma carrière d'infirmière fossoyeuse. J'en ai un petit peu parlé, mais j'ai mis le temps parce que, je sais pas, c'était mon petit secret à moi. Vous venez d'écouter Ceci est mon corps, 8e épisode de votre série Transmission. Une production Copains comme Covid. Introduction Laureline Goudard. Réalisation, mixage, montage et musique originale par Maxime Vidal. Scénario Sarah Doué, Maxime Vidal. Voix Sarah Doué.